Près d'un mois après l'offensive des djihadistes et des indépendantistes, comment se porte le Mali? La junte est toujours au pouvoir, le blocus paralyse la capitale et la répression s'intensifie. Bonjour Mathieu Olivier. Bonjour. Vous êtes journaliste chez Jeune Afrique. Votre magazine s'est penché sur l'état de santé des généraux qui gouvernent le Mali. Voilà comment Assimi Goïta a renforcé son pouvoir après les attaques du 25 avril. D'abord, le chef de la junte a-t-il été ébranlé par l'offensive des indépendantistes et des djihadistes le 25 avril dernier? Et si oui, comment? Alors c'est une évidence, évidemment, que Assimi Goïta a été ébranlé. Il a mis plusieurs jours à réapparaître. Il a été invisible et silencieux pendant de longues journées après le 25 avril. On sait qu'il a été informé assez tôt du décès de son allié Sadio Camara, le ministre de la Défense, qu'il a été informé assez tôt de la blessure de Modibo Koneh, son deuxième allié, qui est le patron des renseignements maliens. Et donc il a été exfiltré en réalité assez vite de Kati par les forces spéciales qui l'ont mis à l'abri, et il n'est réapparu que plusieurs jours plus tard avec un discours enregistré à la télévision nationale, puis avec des rendez-vous orchestrés avec notamment les Russes. Donc il y a eu un temps de latence. 3 jours qui ont entraîné des rumeurs à Bamako. 3 jours assez longs, effectivement, où en plus d'autres hauts gradés de la junte sont eux apparus. C'est-à-dire qu'ils sont allés visiter les blessés, ils se sont affichés avec la famille du ministre de la Défense disparu. Et donc, là, vous parlez du président du Conseil de transition, Malik du Diop, Premier ministre, ouais. Qui ont occupé le devant de la scène. On les a vus réapparaître plus tôt et tout le monde se demandait où est passé Assimi Goïta. Et en réalité, est-ce qu'il ne va pas y avoir un coup d'État supplémentaire? Est-ce que Assimi Goïta va réussir à tenir son pouvoir? Et donc il y a eu plusieurs jours de flottement. Assimi Goïta a fini par réussir à planir les choses. Sans doute que les autres hauts gradés ont accepté non pas de rentrer dans le rang, mais de jouer l'unité face aux djihadistes. On voit que depuis, Assimi Goïta a réussi à nommer des proches. Alors, il s'est attribué le ministère de la Défense, qui était donc vacant, mais il a mis en tant que délégué à la Défense l'ancien chef d'état-major, Oumar Diarra, qui est un de ses proches. Il a nommé Élisée Jandao, qui est aujourd'hui chef d'état-major, qui lui est aussi proche. Donc en réalité, il a réussi quand même à renforcer son pouvoir par rapport à d'autres hauts gradés qui ont choisi de ne pas déstabiliser le régime. Donc ça veut dire que Assimi Goïta a remis tout le monde dans l'ordre, enfin en tout cas derrière lui, une mise au pas finalement qui passe par un verrouillage de l'État. Vous le disiez, il a donc nommé des proches à des postes clés. Ça passe aussi par une répression plus forte des opposants politiques qui restent encore à Bamako, qui ne sont pas en exil. Il y a clairement un épisode de répression qui s'est intensifiée après le 25 avril. La junte se sent évidemment menacée. Il faut savoir évidemment son principal programme depuis son arrivée au pouvoir, c'est la restauration de l'unité territoriale du pays, c'est le fait de tenir face aux djihadistes, c'est le fait de ne pas laisser avancer les rebelles indépendantistes de l'Azawad. Donc tout ça a un petit peu volé en éclats le 25 avril. Donc la promesse qui était celle de la junte, aujourd'hui, elle est de toute évidence non tenue. Donc il faut avoir une répression qui permet d'étouffer les voix critiques. Elle existait déjà, cette répression, mais elle s'est accentuée ouais. Cette dernière semaine. D'ailleurs, il y a eu 10 morts dans une frappe de drone pendant un mariage à Téné. Donc là, c'est des civils qui sont frappés. L'histoire se répète en quelque sorte au Mali. Le chef de la junte, est-ce qu'il a cherché aussi à rassurer les Russes de sa mainmise finalement totale du pays, de dire que voilà, le chef incontesté, c'est Goïta et ça le restera? C'est peut-être même sa première pensée, finalement, après le 25 avril, puisqu'on voit que les premières images qui ont été diffusées par la présidence, ce sont des images d'Assimi Goïta avec l'ambassadeur russe et avec des représentants d'Africa Corps qui a remplacé Wagner. Donc il y a un message qui a été passé qui est, même si Sadio Camara, qui était le principal artisan de l'alliance entre la Russie et le Mali, est décédé, on continue. On ne change pas de stratégie et on reste avec vous. Un message d'unité aussi qui est destiné à Moscou,
en disant je tiens toujours les rênes et continuez de me soutenir. Ça ne masque quand même pas complètement certaines divergences entre les Russes et le pouvoir malien. On voit que ça se fissure notamment au niveau de la ville de Kidal, par exemple. La ville de Kidal, qui est un symbole qui est tombé là en main du FLA et des djihadistes, qui est un symbole fort pour Assimi Goïta, qui avait fait de sa reconquête un symbole. Aujourd'hui, a priori, il y a en préparation une contre-offensive pour essayer de la reconquérir. Les Russes sont peut-être pas sur cette longueur d'onde, ont peut-être plus envie surtout de desserrer l'étau de Bamako. Donc il y a des divergences vraisemblablement stratégiques, mais au niveau de la les communication... Russes continuent à protéger la junte. Les Russes ont pour première mission de protéger la junte et donc surtout autour de Bamako et de Katy. Et les djihadistes, je pense que ça passe finalement dans un second plan. Et est-ce qu'il y a eu une évolution de la politique des Russes après cette offensive des djihadistes et des indépendantistes? Est-ce qu'ils ont continué à envoyer des soldats, du matériel militaire à Bamako? Alors, je crois que ça a surtout mis en lumière un certain nombre de failles dans le dispositif russe. C'est-à-dire qu'on a vu que finalement à Kidal, ils se sont retirés. Il y avait eu relativement peu de combats, il y avait eu une faiblesse au niveau du commandement, sans doute due à la mort de Sadio Camara. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas bénéficié d'un appui aérien qu'ils ont considéré comme suffisant et que donc... Ils ont considéré qu'il valait mieux se retirer. Donc ça a mis en valeur quand même quelque chose qui est que l'engagement des Russes ne peut pas être total. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêts non plus à perdre des dizaines, des centaines d'hommes quand les Maliens ne sont pas capables de leur fournir un appui aérien suffisant. Donc il va sans doute y avoir nécessité de gros ajustements entre l'armée malienne et son principal allié. En tout cas, il y a eu ajustement en coulisses et jeu de chaises musicales que vous rappeliez, Mathieu Olivier, puisque Goïta a nommé le général Élisée Jandao chef d'état-major général des armées. Lui promet de briser le blocus qui est actuellement autour de Bamako et il parle d'une contre-offensive. Est-ce que techniquement c'est possible? Est-ce que l'armée malienne a la capacité de briser ce blocus et de reprendre Kidal, qui est la priorité? C'est une excellente question. Est-ce qu'ils sont capables de faire les deux en même temps? Pour le moment, ils n'ont pas prouvé que c'était le cas. Le blocus, il est mis en valeur aujourd'hui depuis le 25 avril. En réalité, il existe depuis plus longtemps. Bamako vit sous un blocus plus ou moins serré depuis des mois aujourd'hui, et l'armée n'a pas prouvé qu'elle était capable de vaincre ça. Donc ça me paraît compliqué aujourd'hui d'avoir ces deux objectifs qui sont très éloignés au niveau géographique, qui ne demandent pas les mêmes moyens en termes d'hommes et en termes de logistique, notamment aérienne. Donc peut-être qu'il va falloir faire un choix, au-delà de la communication, qui est importante elle aussi, parce que la junte ne peut pas dire autre chose. Son objectif de base, c'est une unité territoriale avec le Nord. Donc elle est obligée de dire qu'elle va partir à la reconquête de Kidal. Elle est obligée de dire qu'elle est capable de répliquer demain à une autre offensive du FLA et du JNIM qui pourrait se lancer sur Gao, sur Tombouctou par exemple. D'ailleurs, elle garde une base de soutien à Bamako, la junte, ou pas? Ou est-ce que là, vraiment, cette offensive lui a porté un coup? C'est difficile à dire parce que la propagande est très forte et qu'on a du mal à avoir des voix indépendantes à Bamako, mais de toute évidence, la confiance de la population a été ébranlée ce 25 avril. Les principaux objectifs de la junte sont pour le moment des échecs. Pour les djihadistes, quelle est leur revendication, leur ambition de prendre le pouvoir à Bamako ou pas forcément? Est-ce qu'il y a des possibilités d'alliance avec des partis politiques? Est-ce qu'on en parle, ça, au Mali ou pas? Je crois que les djihadistes ont surtout pour objectif d'intensifier ces blocus, d'asphyxier la junte et qu'elle tombe d'elle-même. Et qu'elle tombe d'elle-même. Je crois que c'est ce qui se passe depuis plusieurs mois. Il faut différencier le JNIM qui est affilié à Al-Qaïda de l'État islamique. Ils n'ont pas forcément les mêmes stratégies, mais pour ce qui est du JNIM, voilà, ils sont sur une logique de blocus. Et l'asphyxie se fait d'autant mieux si l'armée va, entre guillemets, s'épuiser à essayer de reconquérir des villes dans le nord face aux rebelles de l'Azawad. Merci infiniment Mathieu Olivier. On lit notamment sur la une du site Jeune Afrique comment Assimi Goïta a renforcé son pouvoir après les attaques du 25 avril. Voilà ici la une de votre site internet. Merci encore. Merci.